Bonjour, bonjour, merci, bienvenue à cette première table ronde. Donc on a le dur exercice de vous réveiller après pour certains effectivement une courte nuit. Donc on va essayer d'imprimer un rythme certain et de toute façon on est également un peu obligé puisque notre contenu est assez riche, vous le verrez, sur la partie achat de formation. Et puis, bah, effectivement, on va commencer tout de suite par donc voilà, la thématique, hein, financer et acheter la formation. Nouveau circuit, nouvelle stratégie. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans la précision juste après. Donc, juste la petite diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le déroulé. Alors, le déroulé, effectivement, je vous le disais, notre grand challenge, ça va être respecter le timing et de ne pas déborder pour que la deuxième table ronde puisse démarrer à l'heure. Donc, on va la phaser, donc, cette table ronde en plusieurs parties. Donc, la première partie qui va être effectivement sur l'évolution des achats de formation. Qu'est-ce qui a changé dans la typologie des achats de formation? Donc voilà, la première partie. On essaiera, et on va s'y tenir en tout cas j'espère, de vous donner la parole à l'issue de cette première partie pour à peu près 10 minutes, pour que vous puissiez poser des questions à nos intervenants. La deuxième partie, effectivement, ça sera plutôt maintenant sur la partie financement. Donc financement de la formation, hein, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les évolutions. Et puis, encore une fois, on vous redonnera la parole. Et puis tout de suite après, effectivement, la fin, la conclusion, on essaiera de se projeter un petit peu sur l'avenir. Alors, on va voir un peu qui est autour de nous, autour de cette table ronde. C'est table ronde. Alors, de façon très égoïste, je vais commencer par me présenter, puis après, bien sûr, je laisserai la parole aux différents intervenants. Et après, je vous promets, c'est moi qui me tais. Donc, alors, je me présente, Sylvain Humeau. J'ai une double casquette aujourd'hui, mais je vais en utiliser principalement une. Je suis responsable d'un organisme de formation interne au sein du groupe NJ, ex-GDF Suez pour ceux qui ne connaissent pas encore NJ. Et je m'occupe, bien sûr, d'achat de formation pour l'ensemble du périmètre France, pour à peu près 70 000 personnes. Mais ce n'est pas cette casquette-là que je prends aujourd'hui. Je suis le secrétaire général du GARF, qui est l'Association nationale des acteurs de la formation. Alors, bien sûr, des responsables formation, mais pas seulement, également des organismes de formation et des différents institutionnels, effectivement, qui sont les bienvenus dans cette association où l'objectif est de partager sur nos thématiques. Les thématiques du moment, c'est effectivement le GARF. Je vais tout de suite passer la parole rapidement et un petit tour de table à mes intervenants. Et je vais commencer effectivement par notre intervenante. Donc Claire, je vous laisse la parole. Alors je vais passer les micros, je peux en prendre deux. Voilà, Claire. Voilà, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend aussi. Bonjour, Claire Quéchat, je suis directrice générale adjointe d'Opcalia. Rapide, pas d'autre. Allez-y après. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Paul Miqueux, je suis responsable formation du CNES Toulouse. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais faire peut-être une présentation très rapide. Le CNES est donc le Centre national d'études spatiales, qui a pour mission de proposer la politique spatiale française à l'État et également de faire de la conduite de projets dans le domaine, bien évidemment, dans le domaine spatial. On est à l'interface entre, d'une part, l'industrie, les utilisateurs, les laboratoires et la communauté scientifique. Donc on a, je dirais, un besoin en compétences techniques assez fort dans un domaine un peu particulier. Et dans ce cadre-là, effectivement, la formation a bien évidemment toute sa place. Bien, bonjour à tous et à toutes. Jean-Pierre Delfino, je suis le directeur général d'UNIFAF, l'un des deux OPCA du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc nous intervenons dans le champ sanitaire, social, médico-social, qu'on appelle privé non lucratif, donc le monde des associations et des fondations dans ce secteur. Bonjour à tous, je suis Régis Roussel, je travaille au Centre Info et j'ai un peu en complémentarité ici, puisque j'ai en charge le suivi des politiques régionales et des politiques européennes en matière de formation, également source d'achat et de financement. Donc pour terminer, bonjour à tous. Pardon Joël. Pardon Joël. Joël, c'est à vous. Très bien. Donc Jérôme Lesage, je suis le PDG de Place de la Formation, qui est une structure qui aide les entreprises, grandes, moyennes, petites, institutionnelles, à optimiser leurs achats et la gestion des formations. Non, pas de souci. Bonjour, donc je suis Joël Ruiz, j'en profite pour saluer dans la salle les amis. Je suis le directeur général d'Agifos PME. Donc Agifos PME est donc dans la famille des trois OPCA ici présents. Une des caractéristiques de l'Agifos PME, c'est que nous sommes à la fois un OPCA de branche professionnelle, puisque 50 branches
nous ont désignés pour être leur OPCA pour leur politique, et aussi un OPCA territorial interprofessionnel dans la relation de gré à gré avec l'entreprise adhérente. Et dernier point très rapide, nous avons 300 000 entreprises de très petite taille, de moins de 10 salariés, 40 000 entreprises qui ont moins de 300 salariés et environ 600 entreprises qui sont de plus grande taille, qui sont adhérentes à la GFOS PME. Voilà, pour très rapidement présenter la sociologie de notre maison. Merci. Ben voilà, ça a été très court. Donc on va directement sur la diapo suivante et sur effectivement la première introduction à ces questionnements. Alors, ce que vous voyez effectivement, c'est j'ai choisi d'aborder les questions à partir du baromètre qui a été réalisé par le GARF, donc l'Association des acteurs de la formation nationale. 600 adhérents, je n'avais pas dit, hein, effectivement. On est répartis avec des groupes, une vingtaine de groupes dans tout le périmètre national. On a réalisé en mai 2015 un baromètre auprès de l'ensemble des adhérents, hein, dont Jean-Pierre est un des représentants ici sur la table. Hein. Et j'ai choisi effectivement d'introduire ces questions à partir, d'introduire cette table ronde à partir des réponses aux questions. Alors j'y vais, et puis après je passe la main aux intervenants. Alors, sur les dépenses de formation. Alors, qu'est-ce qui nous dit la première question? Vos dépenses formation sont, alors, en baisse, il y en a à peu près 15% qui ont dit oui, effectivement, aujourd'hui, nos dépenses formation sont en baisse, stable, c'est la majorité, 57% des entreprises, hein, je parle bien des entreprises, nous disent que globalement les achats, les dépenses formation sont stables et en hausse 27%. Et puis juste après, le deuxième graphique que vous voyez, les impacts cette fois-ci de la réforme sur ces dépenses, donc le budget formation. Est-ce que effectivement le budget est en baisse? Ben là, oui, un peu plus, hein, on voit, il y a un peu plus de 28%. Et puis stable, on est toujours la majorité, 70%. Et par contre, en hausse, là, il y en a très très peu. Effectivement, il y a très peu qui prévoyaient, en mai 2015, d'avoir un budget formation en hausse. Alors, effectivement, on va voir les réactions sur ces tendances et les constats. Et j'aimerais commencer par Jean-Pierre, effectivement, sur la partie entreprise, sa première analyse suite à ce constat. Jean-Pierre. Ce qu'on peut dire sur effectivement les dépenses formation côté CNES, alors je veux dire, il y a un côté historique de dépenses à formation, on a toujours été au-dessus des obligations, je dirais, minimales imposées par la loi, puisque le CNES a investi en gros depuis pas mal d'années, on est en gros à 5% de la masse salariale consacrée à la formation sur tous les dispositifs. Du coup, je me retrouve effectivement, enfin je dis nous nous retrouvons dans effectivement la majorité, c'est-à-dire que les dépenses formation sont plutôt stables et le budget est clairement à l'identique par rapport, donc pas d'impact, je dirais, sensible du fait de la réforme. Ça tient à deux éléments. D'une part, le CNES, c'est, comme je l'ai dit rapidement, peut-être, nous avons 2500 personnes, à peu près 80% d'ingénieurs et cadres, avec un fort niveau de formation initiale, Bac plus 4, Bac plus 5. Et historiquement, la formation continue, malgré tout, a été un investissement toujours assez fort du fait de la nécessité d'être à la pointe dans des domaines assez particuliers, des technologies quelquefois nouvelles ou à éprouver, etc. Et le lien nécessaire qu'on a fait encore une fois avec l'industrie et un certain nombre de communautés. Donc ce qui fait que, vu entreprise, je dirais, entreprise de CNES, alors je ne suis peut-être pas représentatif, je dirais, d'un tissu industriel, on pourrait dire compétitif, concurrentiel, etc., puisque nous sommes dans un établissement public avec à la fois un rôle étatique et un rôle de développement de projet. Mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, pas d'impact particulier du fait de la réforme, des achats formation qui restent encore une fois stables, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a plutôt une évolution peut-être en termes de typologie ou de nature d'achat, c'est-à-dire de passer de se dire jusqu'à maintenant on achetait plutôt du présentiel, du stage un peu, je dirais, normal. Maintenant, nécessairement, c'est un lien un peu à ce qui s'est dit hier après-midi, peut-être investiguer ou voir ce que peuvent nous apporter toutes les nouvelles technologies, les MOOC, un certain nombre de choses, etc. On le verra, Jean-Pierre, il y a une question. Tout à fait. Donc on est plutôt sur cet aspect-là et aussi, après, plus travailler, mais ça c'est l'objet d'un autre atelier que nous avons dans la matinée, améliorer aussi, je dirais, la prospective pour la formation, c'est-à-dire de ne pas se passer uniquement sur
un positionnement court terme par rapport à un besoin immédiat, mais essayer de travailler plus en développement, je dirais, des compétences moyen terme et long terme. Merci Jean-Pierre. Je vais poser la même question à Jérôme, qui lui voit un panel d'entreprises assez large. Jérôme, les constats? Oui, alors moi je rejoins parfaitement le premier constat. Les entreprises aujourd'hui, ce que nous disent les entreprises, donc nous avons un panel d'entreprises qui sont à la fois des très grandes, des moyennes, des petites, privées, publiques. Et globalement, cet effort, nous dans notre baromètre, on est à un peu plus de 86%. Donc si je somme le stable plus en hausse, on se rejoint sur les chiffres à un point près. Les entreprises nous disent il va falloir faire différemment, c'est-à-dire que le marché est d'une certaine manière libéralisé au niveau des achats de formation. Les entreprises ont toujours dépassé leur minimum légal, en tout cas les grosses, et les moyennes et les grosses. Et donc à partir de là, ces entreprises nous demandent effectivement d'optimiser leurs achats de formation, c'est-à-dire arrivons à faire plus avec moins ou avec autant, et modifions, c'est-à-dire transformons les modes d'apprentissage en mettant des modalités différentes, notamment du digital, notamment des MOOC, notamment, etc. Réduisons les formats de formation. Et donc l'attente, elle est de dire également, du fait de la réforme et du fait de cette obligation devenue non plus fiscale mais sociale, je vais devoir former en réalité plus en volume, puisque c'est plus que les cols blancs d'une certaine manière que je vais former, mais je vais former l'ensemble de mes collaborateurs, en tout cas sur des périodes de temps régulières. Donc à partir de là, l'entreprise va devoir véritablement se transformer ses modes d'achat, les optimiser, mais on y reviendra certainement également son organisation autour des achats de formation, mais c'est peut-être l'objet d'une autre question. Voilà, on est vraiment dans une logique d'optimisation des achats, de transformation des modalités pédagogiques pour globalement faire toujours pareil, c'est-à-dire plus vite et mieux et moins cher. Et donc je partage totalement ce constat parce qu'on va vraiment dans ce sens-là. Merci Jérôme. Peut-être, est-ce que un de nos amis au PCA représente Claire, effectivement, veut réagir également? Je veux bien une première réaction à chaud. Là, on parle d'une entreprise qui est plutôt de grande taille, que je connais bien, et de partenaires qui travaillent avec des entreprises, effectivement, d'ailleurs Jérôme l'a dit, qui en général dépassaient, et il faut parler au passé, leurs fameuses obligations légales qui datent maintenant. Alors je voudrais dire d'abord que ce n'est pas forcément ce que l'on constate globalement sur l'ensemble des entreprises, et que quand on parle de grandes entreprises, il y a aussi non seulement des toutes petites, mais des moyennes entreprises qui méritent effectivement d'être accompagnées. Donc j'entends l'intention, et ce questionnaire parle d'une intention, et l'intention n'était absolument pas, et n'est toujours pas, je crois, de moins former, au contraire. En revanche, on ne peut que constater, et je crois que les organismes de formation qui sont présents à la salle ne me contrediront pas, que l'année 2015 a été très chamboulée, pour toute une raison, des raisons qui se sont enchaînées, pas non plus par intention, mais plus par attentisme, par méconnaissance, parce que les dispositifs se sont mis en place progressivement, et que par contre, je souscris complètement au fait qu'est ressorti très net l'idée de ne pas moins former, mais par contre, ça peut coûter moins cher. On a parlé de transformation de modalités pédagogiques, d'avoir accès, de former de manière plus courte, de former peut-être plus de monde, mais sur des séquences plus courtes avec des outils plus adaptés. Dès que l'on parle de dépenses, on compare avec des montants financiers qui ne traduisent peut-être pas une ambition sur la formation qui pourrait par contre être au moins aussi forte, ou voire plus forte et plus importante, je pense, demain. Voilà, enfin, pour pondérer ou nuancer un petit peu l'analyse, en tout cas, de ce qui s'est passé en 2015, et j'imagine que les autres OPCA font à peu près le même constat, ou me semble-t-il. Enfin, je vois que tu hoches. Bon, oui. Je hoche consciencieusement la tête. Probablement les mêmes constats dans notre secteur d'activité, qui est un secteur dont, vous le savez, une partie des professions sont réglementées. Donc on est nécessairement titulaire d'un diplôme pour exercer son activité. Donc les propos qui ont été tenus hier, par exemple, sur le développement des formations en ligne, alors moi je pourrais dire avec les corollaires ou les risques qui peuvent se présenter avec peut-être l'ubérisation d'une partie des formations plus courtes, avec des modalités totalement dématérialisées, c'est peut-être une partie des situations de formation ou des solutions que vont pouvoir mobiliser nos propres adhérents. Pour autant, il me semble que le corpus de la formation restera dans des secteurs comme les nôtres, des formations longues,
diplômante, et donc la question du diplôme ou la question de la qualification, de la certification qui est au cœur de la loi, les garanties qu'elle apporte pour les salariés, ça reste de mon point de vue une question posée parce que la segmentation qui apparaît sur le marché, avec d'un côté des formations plus courtes, avec des modalités, de multiples modalités, même le concept de multimodal, c'est probablement un des défis auxquels notre secteur d'activité va être confronté, puisque la problématique est la même pour tous, me semble-t-il, c'est-à-dire que nous allons devoir faire plus avec moins. On ne sait pas bien faire ce genre de choses, même si on est assez magicien parfois. Donc on va devoir faire différemment avec moins. Et donc je pense que c'est en effet un des défis qui s'offre à nous. J'ai noté dans votre intervention un point qui me paraît absolument déterminant, c'est la capacité à repenser la programmation de la formation. C'est-à-dire sortir de la logique du plan de formation annuel négocié d'année en année, pour partie reproduit parfois, d'année en année, et d'entrer dans une logique de programmation qui pourrait renvoyer à des questions de gestion prévisionnelle, par exemple, des emplois et des compétences, qui est, de mon point de vue, également un des éléments d'optimisation. C'est-à-dire que quand on a une vision plus long-termiste de l'achat de formation, les questions de volume, les questions de négociation des tarifs par rapport au volume sont déjà une des premières sources d'optimisation. Alors, il y en a bien d'autres, j'imagine, mais au moins, en tout cas, celle-ci par rapport à votre intervention. Oui, alors moi, sur la question qui est posée par le GARF en juin 2015, donc il y a déjà quelques temps, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'évidemment, selon les interlocuteurs, la réaction à la réforme, à la loi du 5 mars n'est pas la même, notamment dans la temporalité. Une branche professionnelle ne va pas réagir de la même façon en termes de capacité à s'adapter qu'un grand groupe économique adhérent ou une TPE ou une PME qui a vu ça de très loin. Mais globalement, ce qu'on a observé, nous, c'est, comme toujours, dans des mécanismes de transformation rapide, sans période de transition, on a observé un phénomène en 3 temps. Il y a eu un effet de sidération. Merde alors. Voilà. Alors il a fallu que, bon, premier constat. Deuxième effet, un effet de révolte ou d'énervement, selon les cas. Mais pourquoi on ne peut pas, c'est inacceptable, vous l'OPCA, machin. Enfin, je vous fais un peu rapidement la synthèse de tout cela. Et les 32 milliards, voilà, donc comment se fait-il que et un troisième temps, ensuite, une nécessité d'adaptation. Alors, donc, nous, pour compenser l'effet de sidération, il arrive quand vous êtes confronté au réel, en fait. Surtout, par exemple, par rapport aux PME, c'est lorsque on vous sollicite pour, je ne sais pas, moi, financer un DIF et qu'on vous dit, non, il n'y en a plus. Il va falloir utiliser le compte personnel de formation, expliquer, etc. Ou quand on vous sollicite sur une période de professionnalisation qui était financée depuis plusieurs années, non, c'est fini, ou ça ne va plus se passer comme ça. Il faut que ce soit une formation qui réponde désormais à. Et donc, je pense que le résultat du baromètre, il est daté par rapport aux grandes entreprises qui ont été questionnées à juin. On est là, je pense que le baromètre, il traduit le moment entre la sidération et l'énervement. Voilà. Donc, puisque c'est comme ça, je ferai de toute façon, comme avant, voire, vous avez remarqué le taux, on est à peu près un gros tiers, à peu près, moins. Donc ça, c'est ce que nous, on a observé. Ensuite, vous avez la troisième phase qui est la phase d'adaptation, parce que la réalité, elle est là. Il va falloir continuer à former, continuer à s'adapter à la mutation du marché du travail, continuer à trouver des solutions plus ouvertes de formation. Et je pense que pour le coup, on est vraiment rentré maintenant dans la phase d'adaptation. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on s'adapte à cette nouvelle donne. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Parce qu'effectivement, je vois le temps qui file. Alors, voilà. Donc, on va surtout s'appuyer d'ailleurs sur le deuxième graphique, mais je vais aborder quand même le premier. Les achats de formation, donc, vous baissez le volume. Alors là, tout à l'heure, on était sur la dépense, là, on est sur les achats. Vous allez me dire, c'est effectivement en lien, mais pas seulement. Donc, vous baissez le volume des achats de formation, 30% quand même. Vous maintenez le volume 66% et puis vous développez très peu. Par contre, et c'est la question que je vais poser à mes intervenants, assez rapide, s'il vous plaît, la formation interne dans les entreprises. Vous baissez le volume de formation interne, très peu. Vous maintenez 40% des entreprises disent oui, on maintient l'effort, en fait, l'investissement auprès de formateurs internes pour assurer, animer des formations chez nous. Et vous développez, c'est surtout ça qui est intéressant, 55% des entreprises ont dit effectivement, on va développer la formation interne. Alors, on va commencer par qui
Alors, on va commencer par Jérôme. Tiens, Jérôme, effectivement, quel est votre constat auprès des entreprises sur cette partie formation interne? Effectivement, on rebondit totalement sur la notion de changer les modalités de formation, c'est-à-dire de pouvoir également faire moins cher, donc peut-être en interne, faire différemment, faire une partie achetée externe aussi en interne, sachant que on va prendre la ressource, en tout cas, soit sur le marché, soit chez les propres salariés. Donc je confirme qu'effectivement, on est dans une logique aussi d'internalisation de la formation. C'est clairement une tendance qu'on constate. Merci, voilà, super, très court. Jean-Paul, effectivement, au CNES, la formation interne. Oui, alors effectivement, ça c'est un point qui est assez important. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes dans un secteur assez particulier, c'est-à-dire avec peut-être une niche technologique par endroit, etc. Donc, sur certains sujets, une difficulté à trouver vraiment, je dirais, une réponse extérieure sur des besoins de formation. Nous avons des experts en interne, en état de domaine, même reconnus au niveau international. Ce n'est pas pour ça que ça en fait nécessairement des formateurs, des bons pédagogues, etc. Donc je dirais que la formation interne, pour ce qui nous concerne, va passer par un achat extérieur, mais plutôt, je dirais, d'un prestataire qui peut nous aider à bâtir un programme, une action pédagogique basée sur une compétence technique existante. Là, c'est clair que là, on a un axe de progrès, je dirais, assez fort sur ce thème. Merci. Est-ce qu'un OPCA, un seul, veut réagir? Oui, un mot peut-être sur la problématique de la formation interne qui se pose bien sûr de façon tout à fait différente selon que vous soyez une grande entreprise avec les ressources qui permettent de le faire, ou une entreprise de taille moyenne ou de plus petite taille pour laquelle la première problématique est de trouver le prestataire, donc une véritable complexité et probablement également une forme de segmentation des solutions d'économie dans la formation professionnelle selon qu'on soit gros ou petit. Nous, on pratique beaucoup aujourd'hui l'achat pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'on fait comme dans beaucoup d'autres cas, comme tous, je pense, ce qu'on appelle nos actions collectives, qui ne sont rien d'autre qu'un achat pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'on achète pour le compte de nos adhérents. Et en particulier, c'est probablement une des solutions qui permettrait de régler cette problématique économique dont on a parlé tout à l'heure, mais qui pourrait tout à fait s'appliquer au développement de la formation interne, notamment en développant des solutions qui sont par exemple les formations en situation de travail, qui peuvent très bien fonctionner dans une PME, dans une petite entreprise ou toute petite entreprise, comme dans un grand groupe. Donc on voit qu'il y a malgré tout des solutions qui pourraient être communes et qui sont d'ailleurs probablement aussi une des problématiques auxquelles seront confrontés demain les organismes de formation. C'est-à-dire que globalement, plus d'ingénierie avec toutes les questions qu'on peut se poser sur la façon dont on la finance et peut-être moins de face-à-face pédagogique classique tel qu'on le connaissait dans le monde d'avant. Bon, alors je vois Joël qui insiste, donc je cède. Voilà, il m'a cédé le micro. Erreur fatale. Non, trois petites choses. Un, sur la formation interne. Les obligations sociales qui désormais sont entrées dans le Code du travail sur les sujets d'entretien professionnel, de bilan de carrière, de compte personnel de formation, font que les actes de formation, y compris lorsqu'il s'agit de la formation interne, soient bien des actes de formation. Sinon, les employeurs risquent d'avoir la gueule de bois le jour où l'inspection du travail fera une visite. Donc je pense qu'il y a un premier sujet qui est de s'assurer que la formation interne soit bien, on va dire, soit bien un transfert de connaissances. Voilà. Ce qui n'est pas facile aujourd'hui lorsqu'on utilise des outils, y compris des forums permanents d'auto-formation, c'est pas facile. Bon, c'est une première chose. Or, qu'on le veuille ou non, même si la notion d'action imputable a disparu, on a quand même un code du travail et une définition de ce que c'est que l'action de formation qui est restée. La deuxième observation, c'est qu'avec notamment les obligations autour de ce qu'on appelle les obligations qualité et de référencement, on a un gros sujet sur ce qu'on appelle les universités d'entreprise. Comment permettre à ces organes-là, dans les groupes, de se faire référencer, de passer le cap, notamment lorsqu'elles sont amenées à être financées sur des fonds des OPCA. C'est une deuxième difficulté. La troisième difficulté, alors là pour nous tous, les financeurs, c'est de passer du financement historique, classique, traditionnel de l'heure de formation à autre chose. C'est-à-dire à quelque chose qui embarque de la formation interne, de l'accompagnement, des autres modes d'apprentissage, et donc de passer du paiement de l'heure de formation à l'objectif. Et ça, entre nous, on veut tous le faire. Maintenant, il faut réussir à le faire. C'est une vraie question. Et avec
pour ce qui est des achats de formation, en groupe, il y a des moyens, hein, on en a parlé avec Place de la formation, je vais y arriver, non c'est bon. Il y a des moyens, notamment d'arriver à traiter la masse. Pour ce qui est des GIFOS PME, on achète grosso modo par an avec 25 000 organismes de formation, mais en réalité on rembourse, hein, c'est l'achat pour compte de tiers. On achète vraiment, ce qu'on appelle nous dans notre jargon effectivement des actions regroupées, que pour environ 5 000 organismes de formation. Mais quand même 5 000. Et pour, juste, si vous permettez, on s'emballe sur les achats de formation, c'est le sujet. Je crois qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait Joël Ruiz, aujourd'hui, il y a une demande très très pressante dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Alors, dans les PME, c'est assez standard de dire, voilà, mes achats de formation, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne peux pas mutualiser, donc je mutualise par un tiers. Dans les grandes entreprises, il y a un phénomène nouveau qu'on constate très concrètement, qui est celui de dire j'ai des achats disséminés, c'est-à-dire j'ai énormément d'achats chez énormément de prestataires, et comment je fais pour optimiser ces achats-là. Et donc là, la logique de centrale d'achat, la logique d'achat mutualisé joue à plein, parce que c'est là qu'on va pouvoir mutualiser ces achats et réduire les coûts de gestion liés à ces achats qu'on qualifie nous de disséminés, mais ces achats voilà, éclatés, etc., on les appelle comme on veut. Et ils sont nombreux dans les entreprises. Oui, je confirme. Bon, c'est notamment l'activité principale de mon organisme, mais j'en parlerai pas parce que sinon, effectivement, on va totalement exploser. Régis, je ne vous oublie pas. Vous avez une question pour vous, toute construite pour vous. Donc, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. On va passer à la question suivante, qu'on a un peu défrichée. Hein, vous allez le voir. Effectivement, donc on va être encore plus court et je passerai la parole à Claire. Hein, effectivement. Alors. Le développement du digital, formation multimodale, qu'est-ce que nous disent les GAFistes, donc les entreprises adhérentes? Ils nous disent, bon, il y en a quelques-uns qui ne savent pas ou qui ne sont pas concernés, mais enfin bon, voilà, à mon avis, ils ont dû cocher par erreur. Non, il y en a qui, quand même, ce qui est intéressant, c'est le nom. Hein. C'est est-ce que vous promouvez le développement du digital multimodal? Non. Non. Bon, là, ça peut être intéressant aussi d'y revenir. Et bon, bien sûr, il y a à peu près 63% qui disent oui. Alors Claire, c'est quoi votre constat? Alors c'est un peu la question, tu étais en train de dire en aparté, évidente, avec une réponse évidente. Voulez-vous développer tout ce qui est digital? Oui, donc la réponse ne me surprend pas. Sur l'ensemble de ces questions, alors je suis désolée, je vais peut-être apporter... J'ai une question, moi, complémentaire, un peu transverse. Je devine dans ce questionnaire qu'il est posé à destination d'entreprises suite à l'impact dont on a beaucoup parlé l'année dernière, la fin du 0,9, est-ce que ça veut dire que vous dépenserez autant? Est-ce que vous ferez autant d'actions de formation? On est aujourd'hui en 2016 et il me semble, moi j'ai vécu l'année 2015 comme ça, qu'il y a un sujet qui a complètement supplanté celui-là, qui est la certification, l'ingénierie de certification, et le CPF l'a entraîné dans son sillage, puisqu'il s'est agi d'identifier des listes dans des branches, dans des territoires, et puis je passe sur l'ouverture de l'inventaire, etc. Et me semble-t-il, toutes les questions sont un peu de même nature. Budget, dépenses, est-ce que vous allez faire pareil? Les entreprises que nous avons accompagnées, et là, il n'y a pas de distinction entre les grandes et les petites, si ce n'est que les petites, nous avons dû, nous, aller vers elles pour leur expliquer, pour les accompagner vers ces sujets-là. Le sujet de l'année 2015, et qui se pose aussi aujourd'hui, il est fortement qu'est-ce qui est éligible, pas éligible, qu'est-ce qui est certifiant, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment rendre certifiant un certain nombre d'actions de formation. J'arrive à votre question, parce que j'ai bien compris que vous ne vouliez pas que je transgresse trop, mais la vraie question de l'année 2015 pour les entreprises, pour les organismes de formation et pour les OPCA, c'est celle-là. À travers, oui, une dimension digitale plus forte, on l'a dit au début, parce que la question d'entrée est de pouvoir conduire des actions qui puissent bénéficier ou c'est ça, appeler des financements particuliers. Et les financements sont aujourd'hui assez structurés sur cette lecture. Le digital apporte une autre forme de formation, mais n'échappe pas à cette recherche d'actions de formation qui apporte une certification, qui peut être tracée. Je passe le lien avec les entretiens, etc. Mais je crois, depuis le début, hein, en tout cas je vous exprime ce que je lis, ce questionnaire est très orienté, et à juste titre, parce qu'à l'époque on ne parlait que de ça, est très orienté, vos dépenses, vous ferez plus, vous ferez moins. Cette question, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, elle parle beaucoup à des grandes entreprises, mais les petites entreprises,
Au départ, très franchement, ce n'est pas le sujet. Et cette question financière, elle est forte pour les OPCA, mais elle a été supplantée pour les entreprises, bien sûr, par cette notion d'éligibilité. Alors le digital, aujourd'hui, pareil, il y a eu le tout digital, puis ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on le voit, il est partout. Donc ce n'est pas tout ou rien, c'est rarissime de concevoir, de construire, de mettre en œuvre une action de formation qui ne recourt pas au digital, parce qu'il porte une plateforme de ressources pédagogiques, par exemple, parce qu'il y a un forum en amont, parce qu'il y a en général un échange à travers cette plateforme sur mes attentes avant d'aller en formation, parce que l'organisme de formation ou l'université interne trace également un certain nombre de choses. Donc même si la formation n'est pas digitale, l'environnement de la formation en amont, pendant, en aval, il l'est à mon sens systématiquement et effectivement dans une dynamique multimodale. Mais cette question, d'ailleurs la réponse est évidente, elle n'est pas oui ou non, on est déjà dans le comment, on y est. Donc me semble-t-il, les 3 questions précédentes, elles sont aujourd'hui à poser dans le cadre de mais qu'apporte l'action de formation, quelle certification. Après, mais je crois que c'est pour la suite, avec quel financement, mais c'est autre chose. Alors, juste... voilà, merci. J'ai un fan. Ouais, voilà. Je vais mettre mes lunettes pour il y aura voir. un autographe, là, Claire signe des autographes, donc il n'y a pas de souci. Je les connais. Mais au moins, ça rassure, vous êtes vivant, c'est déjà ça. Donc, oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Claire. Effectivement, ce baromètre date de mai-juin, hein, bien entendu. On va en refaire un autre cette année, justement pour, un peu comme ce que l'on fait aujourd'hui, c'est avoir le retour des petites et on va dire moyennes et grandes entreprises, parce que le GAF, c'est quand même plutôt les moyennes et grandes entreprises, justement aujourd'hui, où on en est sur ces questions-là, puis d'autres également. Pour parler concrètement, je vais juste passer, vous allez tous m'en vouloir à mort, mais je vais juste passer la parole effectivement à Jean-Paul. Pour très clairement, c'est concrètement aujourd'hui, au CNES, le digital, c'est quoi aujourd'hui? C'est dur. Hein. Pour l'instant, effectivement, alors là, encore une fois, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit à l'instant, ça ne me surprend pas qu'effectivement on dise bon, le digital, c'est quelque chose qui doit arriver nécessairement à forte formation. Moi, je vois ça plutôt comme, je dirais, une diversité d'outils. Quelque part, c'est de faire du présentiel, on peut avoir accès à d'autres sources, des ressources en ligne, du forum, etc., tout ce qu'on veut. Mais je dirais, la question, c'est plus en amont, c'est-à-dire en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut former, dans quel but, etc. Après, on est simplement sur une modalité, sur des outils d'apprenants, etc. Nous, on n'est pas clairement sur, on est quelque chose qui se développe, bon, mais qui est encore pas très très développé en interne du CNES, malgré effectivement l'image haute technologie qu'on peut avoir. Après, peut-être pour des questions aussi historiques, culture d'entreprise, etc. Bon, ça serait peut-être un peu long à développer, mais je dirais, moi, je vois plutôt ça, la question du digital, c'est encore une fois, moi, je vois ça vraiment comme un outil. Et la question, plutôt, il me semble, plutôt initiale, c'est en fait, à quoi ça doit servir? C'est-à-dire, quelle est l'action de formation, quel doit être son but, sa modalité et son application derrière. Bien, merci. Alors, je regarde juste le temps et j'aimerais effectivement, pour vérifier que vous êtes bien réveillés, vous laisser du temps pour poser les questions. Donc, on va passer juste, ça tombe bien, à la partie, on va finir cette partie. Et est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique que l'on vient de voir? Vous l'avez vu, hein, donc les achats de formation, de quoi parle-t-on, hein, effectivement, est-ce que ça a évolué? Et puis la dernière partie, c'est qu'est-ce que peut-être vous avez comme questionnement vis-à-vis du développement du digital? On en a déjà abordé. Voilà. Donc en gros, c'est est-ce que parmi vous, une personne ou deux ont des questions à poser à nos intervenants? Bonjour, Nabil Messayem, directeur commercial du CNED. On parle beaucoup de solutions, de différentes modalités. Aujourd'hui, le souci qu'on rencontre par rapport au financement des formations, c'est de ne pas avoir un référentiel commun sur la traçabilité, ce qu'on peut amener comme preuve justement de l'assiduité des personnes. Et ce qu'on remarque d'un OPCA, à l'intérieur d'un OPCA, en fonction des régions, le référentiel est complètement différent. Est-ce qu'on peut arriver, je ne sais pas, d'ici un an, à avoir un référentiel commun, justement, quel que soit l'OPCA, quel que soit le financement? Donc, là, si je comprends bien, c'est sur la partie
la partie traçabilité des formations digitales, formations distancielles, puisque Oui, le CNED, tout à fait. c'est un peu ça. C'est ça. Hein, Multimodal, puisque... multimodal, ok. Voilà, donc c'est la traçabilité, voilà. Donc effectivement, votre question, c'est est-ce que d'ici un an, on ne pourrait pas avoir un dispositif ou une procédure ou un outil commun qui nous permette effectivement d'assurer cette traçabilité. Tout à fait, oui. C'est ça. Alors, qui veut... Alors, je pense qu'il y a les OPCA qui vont se jeter dessus. Hein, alors, je ne sais pas, mais bon, voilà. Allez, Jean-Pierre. Oui, alors vous avez raison d'évoquer cette question qui est une rupture complète dans nos métiers, c'est-à-dire que nous étions préalablement des vérificateurs de documentation, on peut dire les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que notre obligation de contrôle et de vérification de l'information portait sur des problématiques d'éligibilité des actions d'imputabilité des actions de formation. Donc on vérifiait l'existence d'un programme et nous étions réputés tatillons, me semble-t-il, sur la formalisation du programme et ce genre de choses. Il me semble que la loi balaye pour partie cette question-là, dans le sens où elle ouvre aujourd'hui la possibilité pour les OPCA de financer des dispositifs, j'enlève ce terme, de financer des actions de formation, quelle que soit leur modalité de réalisation, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il ne me semble pas qu'il y ait de difficultés particulières sur ce sujet, sauf que, je parle pour ma propre entreprise, la mutation est longue, elle est complexe, elle nécessite de former des centaines de collaborateurs qui pratiquent la même lecture du référentiel, et dans un univers qui est de ce fait assez peu sécurisé. Autant la formation classique, celle dont je parlais tout à l'heure, formation longue, diplômante, elle est globalement relativement simple à identifier dans un univers de prestataires qui est lui-même extrêmement normé. Hein. Les organismes de formation intervenant dans la plupart de nos secteurs sont des organismes qui sont normés et référencés par l'État, donc il n'y a pas de problématique particulière de contrôle. Donc il y a une vraie question en effet sur la façon à apprécier la réalité de l'action de formation multimodale. Moi, je ne vais pas regarder l'usure des coussinets des doigts des collaborateurs qui se sont formés en ligne pour vérifier que la formation s'est bien réalisée. On a fait des choses très compliquées. Par exemple, tracer dans les actions de formation en ligne les heures, voire les minutes de temps de formation. Et les nouvelles modalités de formation font éclater cette logique qui consiste par exemple à modifier, me semble-t-il, un de nos référentiels qui est la réflexion sur l'heure de formation. Il n'en reste pas moins que c'est ce qu'on paye aujourd'hui. C'est l'heure de formation, ce qu'on paye. Et donc la modalité qui permet de déclencher une heure de formation, c'est un sujet qui ne pourra pas rester en l'état probablement et qui va nous renvoyer à d'autres problématiques qui sont celles de la qualité de la formation professionnelle et donc de sa conformité ou de sa performance. Et ça peut être également assez intéressant de regarder la performance de la formation professionnelle, c'est-à-dire ce qu'elle produit comme effet, indépendamment peut-être de la question de la simple dispense des heures qui, je vous le rappelle, est probablement l'origine du delta entre ce que nous constatons, nous, dans nos ressources qui ne sont pas 32 milliards d'euros, mais beaucoup moins, parce que, me semble-t-il, nous payons aussi pour partie du temps homme dédié à la formation professionnelle, ces salaires qui expliquent en grande partie l'écart entre ce que nous constatons, nous, dans nos ressources, et ce qui est réellement dépensé au titre de la formation professionnelle. Donc on voit bien que les enjeux portent aussi sur cette question-là. Le raccourcissement des durées de formation, c'est une autre forme d'investissement dans l'action de formation, où on dépense plus d'argent dans la conception et dans l'ingénierie pour limiter les coûts avec des effets qui sont réputés ou qui seraient réputés être les mêmes. Donc vous voyez qu'on est également dans une phase de transformation. Et moi, je le dis bien volontiers, il est possible qu'il y ait des écarts d'appréciation dans mon organisation régionalisée, d'une région à l'autre. On y travaille et on forme tous nos collaborateurs aujourd'hui à l'appréciation, non pas de l'imputabilité, qui est le caractère fiscal de l'action de formation, mais de l'éligibilité, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que c'est qu'une action de formation? Il me semble que la situation est devenue largement plus complexe qu'elle était avant. Merci Jean-Pierre. Joël, justement, pour répondre vraiment à la question aussi, est-ce que harmonisation, c'est possible demain vis-à-vis des OPCA sur cette démarche de traçabilité? La question, c'est un vrai souci. Hein. Objectivement, on n'est pas harmonisé en interne sur ces sujets-là parce qu'il y a une dimension appréciation qui est laissée à celui qui amène à s'assurer de la validité d'une action de formation dans sa prise en charge. Donc ça reste une dimension très, très humaine. C'est là où d'ailleurs il y a
c'est pas dans les chaînes administratives en tant que telles que ça se situe, mais c'est là, c'est sur ce moment-là que se fait souvent le premier niveau de contrôle en fait. Donc il y a un vrai sujet, incontestablement. Nous en interne, moi je le sais, à la GFOS PME, on a encore des disparités d'appréciation sur la question. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux obstacles qui commencent à être levés sur la question. Premier, ça a été dit juste avant, on oublie toujours que dans l'effort de formation tel qu'il était appréhendé jusqu'à présent, on embarquait le temps passé en formation. Ça prenait la forme pour les OPCA du remboursement de salaire. Et quand vous remboursez du salaire, vous devez vous assurer que la personne, elle était bien en formation lorsque vous avez remboursé le salaire. Et donc, vous imaginez bien qu'il y avait un défaut dans l'appréciation du temps, ça avait un impact sur le coût pédagogique, mais somme toute, pas tant que ça. Mais alors, sur la partie salaire, l'impact, il est très significatif. Et c'était là-dessus, d'ailleurs, que nous faisions redresser dans les contrôles de l'administration. Et que derrière, dans les redressements, ça avait un effet de répercussion sur les opérateurs de formation. Donc, c'est un effet en cascade. La réforme du financement de la formation professionnelle, la disparition quasiment complète de l'obligation légale sur le financement du plan de formation, fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le sujet du remboursement de salaire. Il tombe. Donc, un des éléments majeurs qui faisait qu'on devait apprécier le temps tombe. On va aujourd'hui centrer notre action sur les frais réellement dispensés, le coût pédagogique et ce qui va autour, les frais annexes. Alors, ça ne règle pas toute la question, en particulier pour les formations ouvertes ou les formations à distance. Alors, on a une réglementation qui s'est considérablement assouplie sur ce sujet-là, mais qu'on n'a pas saisi totalement. On ne l'a pas saisi totalement, notamment lorsqu'on n'est pas dans de la formation à distance qui est très structurée, mais qu'on a des systèmes de formation plus ouverts qui embarquent du travail en laboratoire, de formation, qui embarquent une partie de bilatéral et de coaching, bref, des modes pédagogiques plus ouverts. Là, il va falloir qu'on fabrique des mécanismes de prise en charge sur les formations ouvertes et qu'ils soient standardisés. Et je pense qu'on a un sujet, nous, entre OPCA, pour ensemble convenir de modèles de standardisation dans les prises en charge. Parce que sinon, on va continuer à avoir des disparités de pratiques. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu sur ces questions-là coordonnés, parce qu'on ne peut pas nécessairement tout le temps demander à l'administration d'arrêter une position sur tout. C'est vrai que c'est la tentation, parce que ça nous sécurise. Mais à un moment donné, on arrive à avoir des situations qui sont impossibles. Donc, le chantier est ouvert. Il y a une modification en profondeur du régime de financement qui nous amène à faire tomber le sujet de l'heure de formation dans le remboursement de salaire. Et donc, à partir de là, il faut qu'on se coordonne pour mieux standardiser des mécanismes de formation ouverte. Il y en a de plus en plus, pour avoir une doctrine interopca, je pense, qui vous facilitera la vie, de toute façon. Merci. Alors, je vais frustrer pas mal de monde, puisqu'on va continuer. On va passer sur la deuxième partie, si vous le voulez bien. Bien sûr, il y aura effectivement une deuxième partie de questions venant de la salle. Alors ça, effectivement, et je vais passer la parole à Claire. Voilà, oui, je suis désolé. Voilà, donc effectivement, la question qui a été posée en juin, alors je précise bien, effectivement, en juin 2015, rencontrez-vous en 2015 des difficultés de financement de la part de votre OPCA? Alors vous imaginez un peu les questions, les témoignages, les verbatims que l'on a pu avoir. Il y en avait 3 pages, pour tout vous dire. Donc là, j'en ai mis 4. J'ai essayé de mettre un peu différent. On voit effectivement des témoignages plutôt d'organismes de formation et d'autres de responsables formation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Formation non inscrite sur les listes CPF, donc on en a parlé. L'OPCA maîtrisant mal la réforme au mois de mai 2015. Attentisme des acheteurs de formation. Ça, c'est nous, notamment. Manque de lisibilité sur les options prises par l'OPCA, qui demandent des versements volontaires que nous ne souhaitons pas donner. Ça, effectivement, c'est encore aujourd'hui, par contre, alors là, je peux vous le dire, parce que j'ai encore eu un témoignage cette semaine, de ce côté un peu niveau VIP et non VIP, le VIP, effectivement, pouvant avoir des taux de prise en charge plus importants s'il verse tout ou partie de son plan. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais ça, je pense que vous allez la rouvrir. Les critères d'éligibilité au financement des périodes de professionnalisation sont nettement plus contraignants, c'est un scoop pour ceux qui l'ont vécu, et dépendant d'un OPCA interprofessionnel, on ne voit pas du tout, il y a une grande confusion dans les informations relatives au financement 2015 et 2016. De ce fait, il est impossible d'anticiper par rapport aux financements sur lesquels on pourra compter dans la mise en place du plan à venir. Claire. Alors, je suis ravie de ces questions parce que c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure.
c'est bien la preuve que les entreprises sont confrontées à ce type de questions. Alors, je ne vais pas redire ce qui est inscrit là. Moi, j'ai passé, comme beaucoup de personnes, pratiquement 2 ans à présenter la formation, la réforme de la formation, à peu près 3 fois par semaine, à des organismes de formation, à des entreprises, à des petites entreprises, à des grandes entreprises, à répondre au téléphone, etc. Et sur la fin, notamment en 2015, je datais, et non seulement toutes mes présentations, mais j'étais tentée de les dater à l'heure. Et très honnêtement, notamment en 2015, à chaque fois que je parlais, je prenais énormément de prudence en disant que peut-être ce matin était sorti un décret, une liste, etc., et que ce que j'évoquais était peut-être déjà périmé. Et donc, je regrette tout ce qui est inscrit là, mais c'est une évidence que c'est ce qui s'est passé. Pas forcément sur des prises de position, et je vais apporter un commentaire sur notamment les postures des OPCA. En revanche, je vais dire une lapalissade, cette réforme, elle a mis du temps à se mettre en œuvre. Je ne vais pas refaire l'histoire de date de sortie des décrets, mais il y en a certains étaient très impactants, d'autres moins. Ça, c'est la partie réglementaire. En revanche, ce qui n'est toujours pas fini, c'est la partie contractuelle, la partie dans les branches, où il s'agit d'identifier ce qui est dans une liste qui ne l'est pas. Et ça encore, c'est mis ou c'est pas mis, et puis ça va évoluer de toute façon. C'est surtout toute la réflexion sur la certification. C'est quoi les métiers dont les branches ont besoin demain? C'est quoi les compétences dont elles auront besoin? Et donc, comment former, préparer et attester de ces compétences? Et donc, tout ce sujet-là, on voit le côté tuyauterie, il a impacté les entreprises, il a impacté les acheteurs de formation, il a très fortement impacté les organismes de formation qui sont aussi sur ces réflexions, puisque c'est leur marché demain. Et nous, OPCA, malheureusement ou heureusement, parce que je pense que c'est notre job, on est à l'intermédiaire et on accompagne les entreprises dans la lisibilité, ne serait-ce que ça, d'une action de formation. Alors, formation non inscrite, non inscrite, j'ai rien à dire parce que ce n'est pas nous qui les inscrivons, hein, je rappelle. OPCA maîtrisant mal la réforme, je ne peux que le regretter. Je ne vais pas dire que ça n'est jamais arrivé chez moi. Probablement, si c'est le cas, en tout cas, je le regrette. Mais je suis convaincue, et les 3 présents, forcément, même tous les OPCA, on s'est engagé dans cette réforme et dans la pédagogie, l'information, de H24, vraiment. Donc, malheureusement, j'espère que ce n'est plus le cas. Honnêtement, je pense que ce n'est plus le cas, parce que les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont plus sur la réforme. Elles sont dans, justement, l'après, donc c'est déjà très bien. Attentisme, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On parle de dépenses de formation, je vais faire plus, je vais faire moins. Je ne crois pas que les entreprises n'aient jamais eu l'intention de faire moins. D'ailleurs, c'est une mauvaise question, parce qu'une entreprise, elle doit se développer, elle a besoin des compétences pour se développer. En revanche, je ne comprends rien. Les périodes de pro, et je suis ravie que ce soit mentionné, on en avait parlé au téléphone, donc après avoir parlé de la fin de l'obligation légale partout, puis du CPF partout, le sujet de l'année 2015, que vous n'avez peut-être pas vu, mais qui a été celui des OPCA et qui s'est traduit dans les actions de formation, c'était celui des périodes de pro. Parce que les périodes de professionnalisation, pendant 6 mois, les entreprises n'ont pas tout compris. Alors c'est plus comme avant, mais c'est quand même comme avant. Finalement, c'est pas très loin d'être comme avant. Et les OPCA ont peut-être, à leur décharge, émis des messages qui n'étaient peut-être pas assez sécurisants de ce point de vue-là. Donc, je pense que toutes ces questions aujourd'hui, je crois qu'elles sont réglées. En tout cas, moi, il me semble qu'elles sont réglées. Ce qui n'est pas, en revanche, acceptable, c'est des histoires de manque de lisibilité ou de, je mets un grand mot avec plein de guillemets, de chantage au versement volontaire. Ça, très clairement, ça ne doit pas être le cas. En tout cas, ça n'est pas le cas chez Opcalia. En revanche, les OPCA ont vécu, vous le savez, et ce n'est pas fini, une très forte révolution interne pour pouvoir justement clarifier leur offre de services et identifier ce qu'elles apportaient aux entreprises. Aujourd'hui, effectivement, il y a une partie régalienne du 1% et puis un accompagnement des entreprises et un soutien, notamment à travers des versements volontaires. Les messages, s'ils ont été flous, c'est pour le coup extrêmement regrettable. Voilà. Mais j'ai pas d'autres commentaires à faire. Je pense que ces questions-là ne ressortiraient pas aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il y en aurait d'autres. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je pense que les OPCA, en tout cas, sont plus armés pour y répondre et mettre en œuvre des solutions.
Merci Claire. Ouais, on le verra, on va le voir cette année. Donc effectivement, avec le retour du baromètre à partir effectivement du printemps. Est-ce qu'un autre témoignage, un autre PCA avant qu'on passe à une question, une autre question? Une entreprise, oui. Oui, juste pour compléter. Oui, Jean-Paul. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, côté entreprise, effectivement, je ne vais pas revenir sur les questions de calendrier, etc. Mais c'est vrai que nous, en interne aussi, on a passé beaucoup de temps à expliquer quel était l'objet de la réforme, à expliquer aux salariés la différence DIF-CPF, ce qui a été possible de faire ou pas possible, avec la lisibilité ou la visibilité qu'on pouvait avoir sur les décrets, les listes, etc. Bon, c'est vrai que, effectivement, je suis assez d'accord. Maintenant, ça, c'est une période qui est, je dirais, qui est derrière nous. On a passé cet aspect-là. Maintenant, ce qui nous reste, nous aussi, côté entreprise, effectivement, la question des périodes de pro, ça a été évoqué. C'est quelque chose qui nous a pu pas impacter fortement, mais enfin, qui reste des questions à traiter. Mais après, c'est surtout maintenant, je dirais aussi, voir ce que je vois de nous, côté entreprise, enfin, au côté CNES, c'est de dire est-ce qu'on peut travailler maintenant sur des parcours internes qu'on peut faire certifier, financer, etc. Voilà. Là, il reste encore du travail et du chantier sur cet aspect-là. Merci, merci. Je vois le temps qui file, donc je repasserai bien sûr la parole et j'essaye de répartir le temps de parole. La question suivante, je crois que c'est, nous allons enfin entendre la voix de Régis. J'ai bien compris que j'étais le bonus, de toute façon, et que j'arrivais Alors, à je vous la laisse fin parler, de j'en cette dis pas table plus. ronde. Même si il est vrai qu'en tant que Centre Info, je pense qu'on aurait pu dire beaucoup de choses, mais je reste sur le sujet qui est le mien, à savoir les régions et le FSE, car en effet, on est bien entendu conscient que les choses se font au sein de l'entreprise, au sein des branches, que l'argent est également au sein des organismes collecteurs, mais il ne faut pas oublier en effet qu'il existe d'autres sources de financement, même si on peut évoquer à certains moments que c'est compliqué, qu'il y a des lourdeurs administratives, et je pense notamment au niveau du Fonds social européen. Certes, les fonds sont réduits, certes, les conditions sont également revues, mais l'Union européenne a quand même fixé des objectifs et j'ai entendu là énormément de choses, que ce soit la transition numérique, on aurait pu évoquer également la transition écologique. Ce sont des sujets qui intéressent l'Europe, ce sont des sujets qui intéressent les entreprises, et du fait que ça intéresse l'Europe et les entreprises, des financements sont mis à disposition. J'ai évoqué rapidement le FSE, je n'y reviens pas parce que pas beaucoup de changements et d'évolutions depuis quelques années, mais il y a d'autres programmes qui existent. Demain, il y a notamment une conférence portée par l'agence Erasmus+. Il faut savoir que ce programme européen ne porte pas que sur de la mobilité, mais également sur des partenariats qui portent sur la transition numérique, et des financements sont là pour accompagner non seulement les entreprises, mais également des organismes intermédiaires tels que des organismes collecteurs qui sont là en appui et en conseil auprès des entreprises en recherche de financement. Donc, un aspect européen important là comme une source possible de financement. Là où peut-être j'insisterai un peu plus, ce sont au niveau des régions, puisque les régions, on l'a déjà évoqué hier à plusieurs reprises, sont compétentes en matière de formation professionnelle. Je le redis, la formation des salariés des entreprises, une compétence importante entre les mains des partenaires sociaux, mais il faut également rechercher cette complémentarité, cette articulation entre les décideurs et entre les financeurs de la formation. Les régions, ne l'oublions pas, ont également, outre la formation professionnelle, la compétence en matière de développement économique. Et c'est sur ce point que les régions interviennent auprès des entreprises et des partenaires sociaux pour apporter des financements complémentaires, que ce soit des aides directes auprès des entreprises et surtout les petites et très petites entreprises. J'entendais bien là la difficulté d'appréhension des systèmes, la difficulté de trouver des financements. Il en existe auprès des régions françaises qui essayent également d'abonder des ressources financières avec ce regard également
que j'ai entendu, on a besoin de voir l'avenir, on a besoin de travailler sur des prospectifs et faire de la GPEC. On parle aussi de gestion prévisionnelle territoriale, hein, des emplois et compétences. Et c'est véritablement là une articulation à mettre en place entre les régions et les partenaires sociaux, les branches. Je rappelle que sur ce point de la prospective, il existe des observatoires qui sont pour certains entre les mains des régions. Ce sont des opérateurs des régions, les observatoires donc régionaux emploi formation. Il y a également auprès des partenaires sociaux et des branches donc les observatoires prospectifs métiers et qualifications. Il est nécessaire, et plusieurs rapports l'ont rappelé également, de travailler ensemble. Donc c'est ce regard d'articulation des actions et derrière de complémentarité des financements qui est, je pense, important à rappeler parce qu'il y a des sources financières derrière tout cela. Un dernier point peut-être que j'évoquerai et je laisserai ensuite peut-être la place aux questions et aux rapports. Dans une autre forme d'articulation et de complémentarité, on voit se développer depuis quelques années les campus des métiers, où là encore c'est un affichage réel de complémentarité et d'articulation entre les principaux acteurs que sont les branches professionnelles, les régions, mais également en fonction des besoins des entreprises. Et je rappelle le principe de ces campus portés sur une thématique. Hier, donc, la ministre l'évoquait, elle a visité une entreprise de sellerie. Il y a dans cette région un campus dans les métiers du cuir. Dans la région voisine, il y a un campus de l'aéronautique. C'est un travail de collaboration entre régions, partenaires sociaux, où, et là c'est un point important également, toutes les filières de formation sont représentées, apprentissage, formation continue, et c'est très important de décloisonner l'approche formation et de pouvoir apporter une réponse importante et attendue, en tout cas des entreprises, et peut-être là une facilité d'accès également à la formation. Donc, c'est peut-être l'avenir, là j'anticipe peut-être la question, la dernière question, mais c'est une vision également à regarder. Et donc voilà, mon propos porte véritablement sur le rappel qu'il existe des financements, y compris pour les entreprises. La région ne finance pas que des formations pour les demandeurs d'emploi et qu'il y a cette nécessité de complémentarité et d'articulation des actions. Merci, merci. Ben, effectivement, bon, peut-être que dans la conclusion, on pourra parler de ces points-là, et notamment, c'est comment faire pour une entreprise aujourd'hui, parce que moi, je peux vous le dire, c'est très opaque pour nous. On ne sait pas, et c'est tellement tentaculaire qu'on a du mal, effectivement, à savoir par quel bout tirer les choses. Donc voilà, ça sera peut-être, effectivement, l'élément de conclusion. Joël, vous voulez intervenir? Très brièvement sur la complémentarité des financements. Nous, à la GFOS PME, nous avons toujours considéré que notre métier, c'était d'être un assembleur, notamment de financement, et d'avoir ce qu'on appelle des effets leviers. Il y a 1 euro qui vient de la région, il y a 1 euro qui vient du FSE, il y a 1 euro qui vient de l'OPCA. Ça permet de mettre 3 euros pour justement financer des opérations de formation. Très souvent, les financeurs publics n'interviennent jamais seuls, ils sollicitent toujours des contreparties. Donc il faut pouvoir apporter des contreparties dites publiques ou assimilées. Il s'avère que, on va se parler là aussi entre professionnels très, très franchement, l'année 2015 a été une année horrible de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on a changé de programmation sur le FSE, au même moment où on a changé en partie les opérateurs de traitement sur le sujet avec un transfert de compétences sur les conseils régionaux, au même moment où on a changé le financement de la formation professionnelle, et que par exemple, pour ce qui est des OPCA, nous utilisions l'obligation légale, pas seulement pour adosser nos régimes de mutualisation, mais aussi parce que c'était des financements qui n'étaient pas fléchés, c'est-à-dire qu'on pouvait les affecter à tout. Et quand, par exemple, vous aviez un projet de financement avec du FSE et qu'il y a un reste à charge et que le FSE, pour des raisons X, Y, Z, ne peut pas payer tout de suite, il y a souvent, vous savez, des problèmes de paiement, des échanges et notamment des soldes, ou que vous avez une requalification des dossiers parce que tout n'a pas été exécuté, mais que pour autant vous avez exposé la dépense, eh bien, les fonds mutualisés permettent de compenser, c'est-à-dire d'assurer le lien. Quand vous êtes sur des systèmes de financement fléchés, c'est-à-dire que telle ligne de crédit doit aller obligatoirement à tel mécanisme de financement, un contrat de professionnalisation par exemple, une paie de professionnalisation, le compte personnel formation, vous ne pouvez plus
utiliser votre fonds universel, hein, votre baume universel, qui était l'obligation légale du plan de formation publique, qui permettait de pouvoir tout financer. Donc, y compris pour l'OPCA, lorsqu'il s'agit d'entrer dans des complémentarités sur des financements publics, il nous faut aujourd'hui disposer d'un mécanisme de substitution. C'est quoi? Eh bien, soit c'est un fonds mutualisé de branche, soit c'est un fonds mutualisé interprofessionnel. Sinon, vous ne pouvez plus assurer cet effet levier sur ces financements entreprises, régions, FSE. C'est un vrai sujet. Et l'année 2015 pour ça a été très difficile. Merci, merci. Oh, Claire qui lève le doigt. Oh, allez, on y va, parce que ça va. Pour l'instant, on est bien. Ça va prendre 2 minutes. Je suis ravie que vous ayez parlé du décloisonnement formation initiale, formation professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle que de décloisonner nos interlocuteurs sur le territoire. On travaille avec les professionnels de l'emploi et de la formation. Aujourd'hui, la région, elle porte le développement économique, depuis longtemps d'ailleurs, qui est une compétence sur laquelle nous n'étions pas, et pourtant nous accompagnons les entreprises tous les jours. Donc il y a aussi des porosités à jouer. L'apprentissage, et nous sommes aujourd'hui en charge de l'apprentissage, en responsabilité sur la collecte de la taxe d'apprentissage, c'est aussi la formation initiale. Donc aujourd'hui en région, l'OPCA est aussi un assembleur, un intermédiaire sur des partenaires avec lesquels nous ne travaillions peut-être peu par le passé, mais qui sont les partenaires des entreprises. Deuxième chose, nous ne sommes pas sur un territoire que pour le décoder, le traduire ou aller y chercher des financements. Nous apportons au territoire, puisque tous les diagnostics, tous les besoins des entreprises qui nous parviennent, nous en faisons aussi la synthèse. Et les diagnostics territoriaux, nous pouvons, par branche, par secteur, apporter aussi ces éléments-là à nos partenaires du territoire. Et me semble-t-il, aujourd'hui, l'OPCA a une place à trouver qui s'est élargie, notamment sur ces 2 aspects-là. Voilà. Merci, très complémentaire, effectivement. Eh bien, effectivement, on gère pas trop mal le timing, hein, je vous rassure, donc on pourra avoir des questions, préparez-les. On va passer effectivement à la dernière, au dernier graphique. Alors, cette fois-ci, je passerai la parole à Jérôme, qui est juste à côté de moi, donc qui se prépare. Pour qu'il puisse nous dire effectivement le témoignage des entreprises, de ses clients aujourd'hui sur ces points-là. Alors, allez-vous mettre en place une offre CPF. Entre guillemets, on avait mis, nous, au GAF, un catalogue CPF, puisque effectivement, c'est un peu en lien à ce qu'on avait fait sur le DIF. Les entreprises avaient fait un catalogue DIF, en tout cas un certain nombre d'entreprises. Donc là, la réponse des entreprises, 7,5%, pas concerné du tout. Alors le je ne sais pas, mais ça aussi, c'est un peu révélateur. Et je pense que c'est aussi la période au moment où on a posé la question. 35% qui disent je ne sais pas si je veux en faire. Globalement, non, la majorité. Et on voit qu'effectivement 10% seulement ont dû, et en tout cas disaient oui, je vais faire une offre CPF. Et puis effectivement, alors ça c'est quelque chose de différent. Je pense que voilà, on va d'abord traiter ça, et puis on reviendra sur le 02 tout de suite après. Jérôme, donc sur ce catalogue CPF, qu'est-ce que vos clients vous disent? Alors aujourd'hui, très clairement, le CPF, vous vous souvenez du DIF en 2004, il n'avait pas démarré immédiatement et on constate exactement la même chose avec le CPF, d'autant plus que les tuyaux n'ont pas forcément été branchés tout de suite avec la Caisse des dépôts, etc. Et aujourd'hui, les entreprises sont très clairement dans une logique de dire, bon, 2016, année de transition, je paye la taxe, entre guillemets, et on verra plus tard quand ce sera plus fluide, ce sera plus simple. Il y a une vraie difficulté d'information également, de formation des collaborateurs. C'est-à-dire le CPF, c'est quoi? Je dois m'organiser comment? Je dois aller voir l'OPCA. Ah bon, je dois aller voir l'OPCA, etc. etc. Très concrètement, ça ne va pas durer, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui se préparent donc par rapport à cette année de transition 2016 et sont en train de nous demander en vue de se réapproprier le CPF, c'est-à-dire de permettre d'utiliser le CPF comme un outil de dialogue social, c'est-à-dire de pouvoir négocier, entre guillemets, des heures de CPF du salarié, comme on l'a fait avec le DIF, hein, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, on va faire une formation sur tel sujet, on va prendre un petit peu de ton DIF parce que ça développe ton employabilité, etc. Donc on constate, et ça c'est vraiment notre vision et ce qu'on sent avec nos partenaires DRH, c'est que globalement, ils vont se réapproprier progressivement ce dispositif, avec l'objectif évidemment de récupérer le fonds 02 et d'alléger leur plan de formation en ayant ce fonds 02.
Et je crois également, pour conserver cet outil de dialogue social, que les entreprises vont avoir une logique de créer, enfin je crois, c'est déjà ce qui nous est demandé, des catalogues CPF. Donc nous, il faut qu'on ait évidemment l'ensemble, qu'on aspire sur le marché l'ensemble des listes et des formations exigibles, et les organismes se préparent très largement à cela, pour justement que l'entreprise puisse elle-même proposer un catalogue CPF et que faciliter, je dirais, l'accès du salarié au CPF, et de là récupérer son budget. Merci. Je vais en profiter juste avant de passer la parole à Jean-Paul. Je fais juste la deuxième partie, comme ça, Pierre, on ouvrira plus largement. Allez-vous externaliser la gestion du 0,2 CPF à votre PCA, Jean-Paul, le CNES? Pour l'instant, sur le CPF, alors je dirais qu'on se retrouve un peu comme ce qui a été dit dans la situation du DIF initial. Il faut savoir que le DIF, même au plus fort, pour nous, ça n'a pas été un dispositif qui a été extrêmement utilisé. Si je me base sur, on a dû avoir à peu près plus fort dans les 150-200 demandes par an sur 2500 personnes. Donc pas un dispositif forcément extrêmement demandé. Le CPF, encore une fois, je dirais, là on est un peu dans une période d'attente. C'est-à-dire que ça démarre très très doucement, puisque moi sur Toulouse j'ai eu 12 demandes de CPF sur temps de travail en 2015, donc c'est pas suffisant, je dirais, pour se faire une philo. Là, je dirais, on se situe plutôt dans les premiers éléments, période d'attente, voir un peu ce que ça donnait, quelle est l'appropriation qui va être faite par les salariés, quels sont les avantages ou ce qu'on peut en tirer effectivement en termes d'optimisation de ressources là. Pour l'instant, je dirais position plutôt d'attente. Merci. Jean-Pierre, la vision d'ANOPCA sur plutôt la deuxième partie, sur la gestion du 0,2 ? Sur la gestion du 0,2, il me semble que votre slide plébiscite le versement à l'OPCA. Je ne fais pas de prosélytisme bon marché, mais il me semble aujourd'hui que compte tenu de l'état des ressources disponibles dans les OPCA pour financer le CPF, ça me paraît être la meilleure stratégie possible, c'est clair. On pourra en reparler dans quelques années quand ce dispositif aura pris, on va dire, l'ampleur à laquelle on peut s'attendre. Force est de constater que le démarrage est plus lent que prévu. Force est de constater que le CPF est très peu comparable avec le DIF. On est d'un côté dans un système de formation assez ouvert, de l'autre côté dans un système de formation certifiant, normé, avec une complexité de mise en œuvre qui est particulière, mais qui relève d'une des ruptures de la loi du 5 mars. Donc moi, en effet, je constate pour notre propre activité que la situation des adhérents qui ont fait le choix de la gestion en propre de leur enveloppe CPF, ça relève plutôt du militantisme que d'un vrai choix économique raisonnable, on va dire. Voilà. Merci. Je vois que Joël, effectivement, petite précision, petit complément. Oui. On finançait par an à la GIFOS PME environ 70 000 DIF, dont 50 000 ce qu'on appelle dans le jargon les DIF prioritaires, c'est-à-dire des DIF qui conduisaient à des qualifications professionnelles reconnues. Concernant le CPF, ça a été rien jusqu'en septembre. On a commencé à avoir des demandes, mais somme toute assez faibles, je rejoins ce qu'ont dit les uns les autres. Et étonnamment, depuis les 2 derniers mois de l'année, on a vraiment une croissance. Donc on a aujourd'hui 5 000 prises en charge de dossiers, dont 2 000 les 2 derniers mois de l'année. Voilà. Donc je pense qu'il faut se dire que ça y est, il y a un effet de progression. Alors certes, beaucoup de formations en langue, certes, des demandes, beaucoup de demandes d'information, mais il faut laisser le temps au système de mûrir. Je crois qu'il faut l'accepter. On ne va pas revenir sur le sujet des listes, leur complexité, tout ce qu'il y a derrière. Il faut laisser le temps, je pense, au système de mûrir, premièrement. Deuxièmement, nous, notre sujet, aujourd'hui, c'est d'amener à ne pas raisonner ligne de crédit, ligne de financement, mais de raisonner comment je prévois. C'est-à-dire comment je m'organise pour établir une prévoyance de mes besoins de formation en utilisant, dans un certain nombre de cas, le co-investissement avec la personne. Parce que si on raisonne en disant, bah voilà, j'ai versé 0,2, j'aimerais bien récupérer mon pognon, on va vite buter sur la réalité d'un système qui n'est pas conçu comme ça, qui est à la main de la personne. Voilà. Donc il faut se poser la question, comment je prévois? Donc ça veut dire passer plus de temps
dans le conseiller de terrain qui rencontre l'entreprise, et notamment la PME, sur comment je check les sujets, comment vous voyez la mutation de l'emploi, les mutations de métier, comment je vous accompagne. Et dedans, le CPF peut apparaître pour la personne le moyen de dire, bah, tiens, moi je veux bien co-investir sur ce type de formation. J'insiste sur ce point parce que ce serait une erreur que de raisonner à très court terme sur la question. Deuxièmement, pour mettre en place de la prévoyance, bah, il faut permettre aux entreprises de le faire. Et donc derrière, de disposer de mécanismes de financement d'une autre façon de procéder, d'une autre façon de le penser. Nous, à la GFOS PME, on est dans le champ d'un accord interprofessionnel qui a été signé par la CGPME, les 5 confédérations de salariés, en janvier 2015, qui nous permet de mettre en place un mécanisme qu'on a appelé la garantie formation, qui vise justement cela. En gros, je mets en place un mécanisme mutualisé, capitalisé sur 3 ans, pour voir comment je peux organiser et anticiper ces effets-là. Pourquoi pas d'ailleurs dans de l'abondement de CPF si c'est nécessaire. Plus que jamais, on est dans une mutation en profondeur du marché du travail. On le sait tous, hein, on annonce qu'à échéance de 10-15 ans, peut-être moins, 40% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître et 40% seront remplacés par des nouveaux métiers. C'est une modification mais très profonde qui s'annonce et qui continue à s'accélérer. Face à cela, je crois qu'il faut essayer de sortir un tout petit peu le nez du guidon pour regarder un tout petit peu plus loin et de se dire bah, finalement comment j'accompagne ces transformations en profondeur. Et là, pour le coup, le CPF a toute sa place parce qu'il permet à la personne de dire bah, moi là-dessus, je ne veux pas être complètement passif, je veux pouvoir être co-acteur avec l'employeur de tel ou tel départ en formation en termes d'amélioration de mes compétences et de mes qualifications. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, un mot, Claire. Et puis après, on passe aux questions de la salle. Moi, je constate que le CPF marche quand l'entreprise s'en empare. Donc, je ne reviens pas sur le débat du CPF. Le CPF est un outil formidable. J'étais en train de l'évoquer avec mon partenaire entreprise. Les entreprises doivent s'en emparer parce que justement, c'est une façon nouvelle de former qui apporte à l'entreprise, y compris des financements bien sûr, qui apporte des compétences aux salariés et qui est effectivement sur un mode nouveau. Je ne reviens pas sur le CPF, mais n'attendons pas de voir, j'ai des demandes, j'ai pas des demandes, etc. Et l'OPCA doit accompagner. Mais je crois que là maintenant, il faut avoir une attitude volontaire sur le CPF et les conditions sont réunies aujourd'hui. Merci Claire. Justement, alors est-ce que vous avez des questions? On en profite. On est à peu près, il nous reste un petit quart d'heure. Donc on peut prendre une question tout au fond, là-bas. Le monsieur tout au fond, là-bas, dans l'allée. Oui. Bonjour, Gabriel Danino, AFPA. Juste 2-3 réactions, puis une question en finale. Donc, je rejoins tout à fait Claire par rapport à ce qu'elle a évoqué tout à l'heure sur les problématiques d'éligibilité et de certification. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une vraie panique autour de ça, hein, de la part des entreprises. Je trouve que les quelques mails qu'on a échangés la semaine dernière avec une grande entreprise montrent que on ne sait pas si une formation est inscrite à l'inventaire, si elle est dans les listes de Coparef ou Copadev. Donc on sent bien qu'il y a un sujet autour de ça. Il y a une panique aussi autour du fait qu'il faut y aller maintenant, il faut mettre tout à l'inventaire. Et donc on voit apparaître bien sûr des demandes des branches ou des OPCA pour commencer à inscrire, à refondre un certain nombre de certifications. Mais également, il y a aussi un autre phénomène qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est devenu un peu une place de marché où on constate un peu comme sur les noms de domaine Internet, il y en a qui sont en train de fabriquer des certifications en disant que ça va peut-être servir plus tard. Il y a des opérateurs qui sont en train de faire du business autour de certifications, CQPI ou autres, pour justement se dire que ça va peut-être être utile à d'autres. Hein. Donc il y avait un sujet autour de ça, donc je retrouve bien. Par rapport aussi à ce que je disais Joël Ruiz sur conseil, c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement des entreprises. Conseil, j'avais justement une entreprise adhérente de GFO ce matin qui posait des questions sur je dois articuler du CPF, de la période de pro et du plan sur des mêmes personnes. Est-ce qu'il vaut mieux mettre le CPF devant ou le CPF derrière? Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais en termes de financement, ça pose des vrais... Pour l'entreprise, ça y a une vraie différence. Donc il y a des sujets de ce type-là. Après, derrière, c'est plutôt sur la place des OPCA. Moi, c'est plutôt une réaction, puis une question par rapport à ça. Hein. Je vais prendre une image. Donc, dans Le Petit Prince, à un moment donné, le Petit Prince, il arrive sur une planète où il y a un géographe. Donc, il demande, mais c'est quoi le géographe? Le géographe dit, moi, je suis là pour compter les étoiles et les dénombrer. Hein. Donc, mais il dit, vous n'allez jamais le voir. Il dit, mon job, c'est de faire la géographie des étoiles. Et en partant, il dit, moi, je préfère être explorateur. Donc, les questions que je pose, c'est, l'OPCA, est-ce qu'il a vocation à être en même temps explorateur et géographe? Qui c'est qui veut répondre à ça? Explorateur ou géographe? Allez, Jean-Pierre? J'adore les questions de Gabriel, on ne peut pas répondre comme ça. Elles sont toujours avec 2 tiroirs.
Non, je crois que effectivement, le CPF, il chamboule tout, et en même temps, c'est qu'un dispositif. Il chamboule tout parce que, ce que je dis depuis le début, il pense à repenser différemment, en anticipant, en parlant de certification, etc. Mais au final, j'arrive là où tu es, mais au final, il y a des financements. Et me semble-t-il, l'OPCA, je ne vais pas répondre sur sa question des planètes, moi j'aimerais bien y aller, mais l'OPCA, il est un guide, il rassure, il accompagne. On n'est pas consultant, on n'est pas prestataire, on n'est pas organisme de formation, nous ne sommes pas entreprise. Nous sommes le partenaire dans la continuité, dans la pérennité, pour décoder, pour soutenir et aussi pour financer. Mais le financement contribue de cette guidance. Donc le paysage s'éclaircit, ce qui veut dire que notre rôle aussi s'affirme. Au départ, on explique, on fait de la pédagogie, on traduit, on repère, on leur dit, on finance. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce que les entreprises ont besoin d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça et de se situer dans une temporalité différente. Donc oui, ça change aussi notre rôle, indépendamment de l'impact de cette loi qui a tout de suite a été de dire pour les OPCA, peu importe les appareils, notre vraie posture aujourd'hui, elle est complètement différente vis-à-vis des entreprises et sur le territoire. Je reviens sur le fait que les entreprises sont toutes sur un territoire. Je sais pas. Est-ce qu'on prend une deuxième question plutôt? Est-ce qu'il y a deuxième tout au fond aussi également. Voilà. Bon, il y a deux questions. On va essayer effectivement d'être bref dans les réponses, puis un seul interlocuteur va répondre. Oui, merci. Oui, monsieur. Oui. Philippe Chassemont, l'ISFAC Poitou-Charentes, CGPE. Voilà, je fais un commentaire et j'abonde dans les propos des deux OPCA, M. Ruiz et Mme Claire d'Opcalia, moins dans le monsieur qui considère que, je sens dans son propos de la grande entreprise que, comme ça a été le problème du DIF, on intègre le DIF dans le plan, on infantilise, on continue à infantiliser le salarié. Je pense que la réforme du 5 mars 2014 passe à une contribution, c'est-à-dire une responsabilité, l'importance de l'investissement en formation, mais aussi pour le salarié. J'aime bien les propos de co-construction qui responsabilisent de plus en plus. L'employabilité, c'est l'affaire de l'entreprise pour sa adaptation, mais si on veut que les personnes s'adaptent, il faut les responsabiliser. Je crois que c'est une vraie révolution, ce paradigme qui me plaît beaucoup. Dès lors qu'on initialise son compte, c'est comme un compte épargne-temps, comme un compte épargne-logement, on responsabilise l'individu. Ça, c'est formidable parce que vous parlez de dialogue social, monsieur, mais c'est comme dans un divorce, elles sont de plus en plus amiables. Et il n'y a pas de casse quand on perd sa maman ou son épouse. Donc, on a beaucoup plus de facilité à être employable lorsqu'on est équipé pour retrouver et rebondir dans le marché. Je trouve que notamment pour les TPE, c'est beaucoup plus facile de se séparer sans qu'il y ait de casse sociale et sans que ça ait un coût social au niveau des acidiques, etc. Donc oui, on passe d'un système de responsabilisation et ça va grandir puisque les partenaires sociaux discutent du CPA, enfin on discute, c'est acté. C'est pareil quand on met dans un compte personnel activité, je ne m'exprime peut-être pas bien, mais qu'on met le compte personnel formation, le compte pénibilité, les droits rechargeables, on en discute, et pourquoi pas les CET, vous vous rendez compte, la révolution, on rend vraiment responsable l'individu. Donc c'est moins délicat pour l'entreprise. Lorsque malheureusement, pour des raisons économiques, on est obligé de réajuster les salaires à l'activité, eh bien ma foi, quand on voit partir, et notamment en TPE, un collaborateur, on se dit, eh bien oui, il va rebondir, il va avoir une deuxième, troisième chance sans difficulté, sans qu'il pèse à la société. C'est un commentaire que je faisais et j'apprécie beaucoup vos propos, messieurs les deux OPCA, parce que, vous savez, le consumérisme des organismes, ça suffit, quoi. Quand j'entends parler de catalogue DIF, quand je vois encore... Enfin, franchement, moi, je suis organisme de formation, je n'ai jamais fait un catalogue DIF, quoi. Enfin, que c'est ce truc. Ah, je comprends qu'il y en a qui ont été déçus, effectivement. Et maintenant, d'entendre que... Je suis content, dans les pourcentages, de voir que 46% oui, réfléchissent, machin. Bon. Qu'il y en ait en interne, monsieur de la grande entreprise, je trouve que c'est bien, parce que là, on est dans un vrai dialogue, mais le consumérisme des organismes, c'est terminé. Donc on s'adapte, oui, on s'adapte à l'évolution des entreprises, des individus. Pour moi, la co-construction me va bien. Donc c'était un commentaire, je m'en excuse, je souvent fais des commentaires. J'ai pas de questions, je trouve que ces débats sont fort enrichissants. Merci pour votre contribution. Il y avait une dernière question, on va en prendre une dernière, je suis désolé, tout au fond de la salle, dans l'ombre, je ne vois pas trop bien, mais voilà.
Donc monsieur va sortir de l'obscurité dans très peu de temps. Oui, bonjour, Jean-Christophe Dameron, président du NAGESIF et par ailleurs chargé de mission politique formation au groupe EDF, à la DRH groupe EDF. Je partage d'abord totalement le point de vue sur l'importance de la certification dans cette réforme et je suis ravi que ça ait été dit. Justement, pour rebondir là-dessus et centrer un peu sur le CPF, de notre point de vue, grosse entreprise et en même temps au passif avec les deux casquettes, donc deux questions. Une première autour de l'articulation justement entre les différents intervenants, en particulier au passif porteur du CEP et OPCA, financeur, en tout cas financeur majeur sur le CPF. Comment globalement, je suis capable de le répondre pour nous, puisqu'il se trouve que l'OPCA avec qui nous travaillons est autour de la table, mais on a réfléchi, essayé de réfléchir justement à cette problématique, comment articuler les deux, puisqu'on voit bien que le CEP a un rôle important à jouer sur le déploiement du CPF, et en particulier sur la recherche des financements, puisqu'on l'a vu 10 000 fois, le financement du CPF ne se fait pas intégralement et l'importance des abondements est majeure, donc il faut bien aller chercher ces abondements pour que derrière les salariés puissent effectivement partir en formation. Le deuxième point qui est là plutôt côté entreprise et qui est lié à ça, compte tenu de la difficulté de financer l'intégralité des certifications telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, un point était un peu passé sous silence de mon point de vue et vital, c'est du côté des organismes de formation, quels que soient les organismes, où en est-on et comment prennent-ils la mise en place des blocs de compétences qui sont un moyen de pouvoir réduire la durée de ce qui est financé à chaque fois et pour les coups de simplifier un peu l'ingénierie financière derrière qui n'est pas toujours très simple vu du salarié. Ok, donc sur les Joël ou Jean-Pierre. Oui. Donc l'OPCA en question, c'était nous. Je fais un petit coucou là. Deux petites choses rapidement. La première, on fait nous très régulièrement un baromètre des PME, enfin moins de 500 salariés. Hein. On va le sortir, c'est un petit coup de buzz là. Hein, on va sortir nos résultats, je crois, dans 2 semaines. Il y a une constante qui a monté depuis quelques années concernant les PME. 60% des entreprises que nous interrogeons, des dirigeants, répondent sur ces sujets-là, on travaille avec notre OPCA. C'est-à-dire que là où probablement on peut partager un premier avis majeur, c'est que l'OPCA a un rôle cardinal sur les petites et moyennes entreprises, comme premier niveau de conseil. Moins net pour les plus grandes, pour le coup, qui sont équipées, qui ont des équipes, qui ont des directions de la formation, mais cardinal sur le sujet. La nouveauté pour nous sur le compte personnel formation, c'était au niveau des grands groupes qui adhèrent à la GFOS PME. On a vu 2 familles. Ceux qui disaient le compte personnel formation, c'est de l'affaire de la personne, ça doit sortir de la DRH en tant que telle, pour ce qui est de son administration, du premier niveau d'information. Et on vous demande à vous, la GFOS PME, d'avoir un premier niveau d'information pour des gens qui souhaiteraient savoir ce qui se passe, alors que d'autres, pas du tout. Ça doit être totalement intégré, y compris sur le premier niveau d'information. Donc on voit bien que sur ce sujet-là, est-ce que c'est ce compte personnel formation quelque chose qui est, en gros, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, diffable, hein, c'est un horrible mot, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui procède de la personne qui va la mobiliser en toute indépendance. Voilà. Nous, on a bien vu que dans les grandes entreprises, il y avait 2 façons, 2 écoles hein, sur la question. Et c'était tellement compliqué pour nous qu'on a dû créer une plateforme spécialisée à l'OCPF pour répondre à toutes les questions sur le sujet. Je le signale parce que si on voulait éviter une disparité de réponses, voire des erreurs, je mets de côté les questions sur les listes hein, et tout ce qu'il y a derrière, on s'est dit il faut qu'on garantisse un niveau de service pour l'ensemble des questions posées. Pour info, sur les personnes qui appellent notre plateforme téléphonique, on en a environ, c'est plutôt pas mal, la moitié qui sont des salariés d'entreprise, hein, qui veulent savoir. Et l'autre moitié, eh bien, on a des patrons de PME qui nous appellent, mais ça marche comment? Mais je veux savoir, mais je veux pouvoir expliquer. Des organismes de formation, des experts comptables qui doivent conseiller leurs clients. Bref, ça a servi à tout le monde. Je viens sur le sujet. On a eu évidemment la question articulation compte personnel formation, conseil en évolution professionnelle, bien sûr. Évidemment. Comment vous faites avec qu'est-ce qui se passe? Alors nous, dans la pratique, évidemment avec une AGIFOS, on a avancé, c'est notre partenaire, et on a
on essaie d'articuler les deux mécanismes pour que eux comme nous, on puisse donner les bons niveaux d'information de telle sorte que ce ne soit pas là aussi le parcours du combattant pour le salarié, hein, qui va s'adresser à de multiples portes. Le sujet reste ouvert plus largement lorsque vous êtes un OPCA, que vous n'êtes pas un gestionnaire enfin que vous n'apportez pas l'offre conseil en évolution professionnelle. Et donc là, je pense qu'on a un sujet d'articulation avec nos amis les fonds gestifs, incontestablement. Nous, on transfère les coups de téléphone, les appels, dès lors qu'il ne s'agit pas de questions de financement ou que le projet n'est pas ficelé, immédiatement au fonds gestif pour qu'ils puissent répondre et traiter la question. Mais ça va au-delà. Je crois qu'aujourd'hui, on a un sujet de réseau sur l'évolution professionnelle et son accompagnement dans les territoires qu'il faut pouvoir accompagner. Je finirai mon propos sur un dernier point. L'offre de formation a été très désorientée. On parle des salariés, on parle des entreprises, on ne parle pas de l'offre de formation. Elle a été très désorientée, premièrement. Deuxièmement, il y a eu des destructions tout à fait impressionnantes de départs en formation durant l'année 2015 et qui va se continuer en 2016. Donc il faut bien voir qu'on a aujourd'hui une offre de formation qui est en train de se repenser et qu'on ait des demandes un peu désespérées d'essayer d'avoir des formations certifiantes pour obtenir un financement, ça s'entend. C'est une solution pour beaucoup, une sorte de solution miracle pour essayer de continuer à financer des parcours de formation. Malheureusement, on ne monte pas comme ça une formation certifiante. Le sujet qui nous est posé aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'avoir une révolution du marché de la formation qui s'annonce, une révolution en profondeur avec le numérique, on l'a dit hier, s'ajoute à ça une révolution des financements, et donc on a un marché de la formation qui doit très vite se transformer. Et aujourd'hui, il est très fortement sous tension. Je pense qu'on va aller vers une concentration de l'offre de formation. Nous, notre inquiétude, et je voulais insister sur ce point, c'est qu'il ne faudrait pas que ça se traduise par une disparition de l'offre de formation territoriale, de proximité. Alors, ce qu'on va faire, on va mixer les deux. Ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, là, on est pile poil sur la fin. Donc, on va faire le mot de conclusion de chacun d'entre vous. Hein, effectivement, c'est aujourd'hui, donc voilà, l'achat de formation. Et demain, c'est quoi votre vision de l'achat de formation dans l'année 2016, 2017, voire un peu plus loin? Alors, j'ai un mot je vais faire le mot, mais vous avez parlé de bloc de compétences. Et on ne peut pas parler de certification sans en parler. Donc je suis ravie que vous l'évoquiez. Sur le CPF, et ça va tenir en une phrase, nous on a été très engagés sur le CPF dès le départ, sans abondement. Et vous savez que le ministre précédent et celle en titre aujourd'hui l'a prolongé. Il est possible donc aujourd'hui de faire de l'abondement sur le CPF. Sans CPF, nous n'aurions pas les 8 000, 9 000 CPF financés. Donc le bloc de compétences, pour répondre à votre question, est une solution très clairement, pour que les entreprises puissent s'engager à accompagner le CPF, notamment à travers des parcours du coup plus courts. Bref, je clôture ce sujet. Donc oui, je l'évoquais depuis le départ, les organismes de formation sont des acteurs, et j'en viens, donc je sais ce que c'est, sont des acteurs aujourd'hui extrêmement déstabilisés, et on le voit hein, après les questions tout va bien. Non, il y a eu une année 2015 vraiment, vraiment chamboulée pour tout le monde, y compris pour les entreprises et donc pour les salariés, parce qu'on parle, je rappelle, de formation de salariés. Oui, tout est à reconstruire autour de compétences certifiées et qui répondent, puisque c'est le principe des listes, ne l'oublions pas, les fameuses listes territoriales, ça veut dire que c'est là où il y a des emplois demain. Donc pour moi, l'enjeu, il est clairement, le marché va se réorganiser autour de compétences certifiées et attendues dans les entreprises, ce qui pousse à repenser un stage, une action de formation, du à distance, pas à distance, c'est pas le sujet. C'est quoi les compétences demain qui sécurisent vers l'emploi sur un territoire? Je n'oublie pas le territoire. C'est la clé de lecture en tout cas. Et donc l'OPCA en tout cas, mais je peux parler que de moi, on est peut-être un peu comme voilà, l'agence de voyage pour accompagner vers les étoiles ou vers un point d'arrivée et le salarié et bien sûr l'entreprise, puisque c'est de la performance des entreprises évidemment que l'on parle. Bien, merci. On va poursuivre le dernier tour de table sur la conclusion.
Donc Jean-Paul. Oui, bon, très rapidement là, sur les achats de demain et la vision, c'est un peu, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, les achats de demain, ça va être effectivement, comme on l'a dit, peut-être développer l'offre interne et nous aider à bâtir des parcours éventuellement certifiés, etc. Utiliser les outils, comme on l'a dit, les outils numériques et voir les apports qu'ils peuvent en faire. Et après, je reviendrai sur ce que j'ai dit aussi, sur la vision un peu plus prospective, un peu plus moyen terme, long terme, sur les évolutions. Nous, au CNES, l'avantage, si je puis dire, qu'on peut avoir, c'est qu'on évolue dans le cadre d'un contrat État-CNES qui nous fixe un cap sur les 5 ans à venir. Ça nous aide à traiter de la GPEC et à l'intérieur, ça peut nous aider à traiter des objectifs de formation pour les salariés et avoir un peu plus de visibilité sur les aspects. Et du coup, les achats forcément vont en découler. Merci Jean-Paul. Jean-Pierre, un petit mot de la fin. Oui, enfin, le mot de la fin, non, puisqu'on est au début. début. De la fin, de l'avenir plutôt. La fin de l'avenir. De remarque, les grands oubliés de la réforme de la formation, que sont les organismes de formation, ne doivent pas être les victimes collatérales de la modification économique du secteur. Moi, je voudrais juste dire une chose et revenir sur la problématique des blocs de compétences. Il ne me semble pas que la problématique soit celle-ci. Il me semble que la problématique est d'abord et avant tout une problématique d'organisation pédagogique, de modularisation des dispositifs de formation. Les collaborateurs de nos associations n'iront pas suivre un module de CPF de 120 heures qui est réalisé à raison de 2 heures par semaine, de 14 à 17, parce que le découpage pédagogique du prestataire de formation n'est pas adapté au dispositif. Donc il me semble qu'il y a un enjeu dans la fabrication des actions de formation certifiées demain, qui appartient et qui est de la responsabilité des organismes de formation. En tout cas, pour notre part, nous accompagnerons les organismes de formation de notre secteur dans cette révolution qui s'impose à eux et qui est, me semble-t-il, l'une des premières pistes d'optimisation financière, si on revient au début. Évolution des achats, c'est très clair que pour notre part, nous accompagnerons nos adhérents qui sont extrêmement demandeurs d'achat, de maîtrise de l'achat de formation. Et quand ils sont demandeurs de maîtriser leur achat de formation, ils ne sont pas demandeurs de réduction du prix. Ils sont demandeurs de formalisation de la commande, d'évaluation de la performance. Qu'est-ce que j'ai acheté? Est-ce que j'ai acheté le bon produit? Est-ce que je l'ai acheté au bon fournisseur? Et est-ce que j'ai été capable d'évaluer la performance de mes achats? Je peux vous dire aujourd'hui que nos adhérents, y compris des grands, nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon de procéder. Et donc, ça ne démentira pas le succès des actions d'accompagnement et des ateliers méthodologiques qu'on met à leur disposition pour qu'ils puissent mieux acheter. Et la question du prix est pour eux, en tout cas dans les échanges qu'on a avec eux, une question relativement subalterne. La question fondamentale, c'est la performance et l'optimisation de la dépense plus que la baisse du prix horaire. C'est le mot de la fin. Merci. Régis, vis-à-vis, c'est la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, rapidement, mais simplement pour réagir. En effet, l'efficience des dépenses et des financements, ça n'a pas été évoqué, mais je rappelle qu'il y a quand même tout un débat autour de la qualité des achats de formation qui pèse autant sur les acheteurs publics que sur les organismes collecteurs. Là, c'est peut-être une réponse à votre réflexion. Je suis ravi d'entendre en effet, et je confirme que les organismes collecteurs restent la porte d'entrée pour les entreprises, y compris pour obtenir les aides, que ce soit de l'Europe ou des régions. L'organisme collecteur a cette mission d'accompagnement et de conseil depuis de nombreuses années, et c'est bien le premier interlocuteur des entreprises. Là où peut-être je voudrais m'éloigner un peu non pas du débat, mais des propos qui ont été tenus, j'entends toute une réflexion sur les compétences, la formation, de quoi parle-t-on, à quoi doit-on former. Au niveau de l'Union européenne, on parle quand même essentiellement des compétences, contrairement au système français qui ne porte que sur des certifications. Parce que les compétences, c'est, je pense, la chose la plus importante, et pour l'employeur et pour l'employé, c'est d'avoir la bonne performance au sein de l'entreprise. Et c'est cette approche qu'il faut peut-être développer. On parle de financement, où trouver des financements. La solution, c'est peut-être aussi comment ne pas
comment faire sans ces financements? Je pense notamment à la contribution plan qui a disparu, entre guillemets, en tout cas qui a été supprimée depuis la loi de 2014, et en tout cas fortement réduite pour certaines entreprises. Comment faire et peut-être reporter, non pas y réfléchir en tant que formation et acheter de la formation, mais bien reconnaître et faire reconnaître des compétences. Il ne faut pas oublier que tout le monde le sait, les différents débats, les différentes enquêtes qui ont été menées montrent que ce sont dans les plus petites entreprises que l'on se forme le moins et qu'on envoie le moins de salariés en formation, ce qui ne veut pas dire que les compétences ne sont pas là. La réflexion est peut-être donc bien à mener. Comment reconnaître ces compétences détenues par des salariés, même s'ils n'ont pas cette certification, sans pour autant aboutir à une certification. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que c'est l'un des débats qui est porté aujourd'hui par l'Union européenne. C'est la reconnaissance des acquis au sens d'apprentissage et d'acquisition de connaissances en situation de travail. C'est le développement chez nous de la validation des acquis de l'expérience, mais c'est ce qu'on appelle au niveau européen la validation des apprentissages non formels et informels. C'est cette thématique de la compétence qu'il faut regarder aujourd'hui, peut-être plus que la formation, quelle offre de formation, c'est au regard de l'entreprise, de quelles compétences j'ai besoin, quelles sont les compétences de demain et comment les faire reconnaître à l'interne même. Oui, bon, bah là on est reparti pour 1h30 de débat, mais on ne va pas le faire. Mais c'est passionnant, hein, je suis 200% d'accord. On a un petit peu explosé le timing. Justement, on va finir par allez, une petite vision un petit peu dérangeante, Jérôme, j'espère, dérangeante ou en tout cas questionnante. C'est quoi pour vous le monde de demain dans les achats de formation? J'espère ne pas être trop dérangeant, ce n'est pas l'objectif. Non, très concrètement, on constate tous une mutation extrêmement importante du marché de la formation. On l'a vu pour les OPCA qui doivent se réinventer. On l'a vu et on n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais les organismes de formation sont extrêmement impactés et il va falloir qu'ils réinventent leur pédagogie, qu'ils amènent des dispositifs de formation différents, qui atteignent plus de performance plus rapidement, etc. On est toujours un peu dans ces maîtres mots de performance, d'accélération et autres, mais il semblerait que notre marché ne soit pas exempt de ces grandes composantes mondiales et mondiales. L'entreprise également, avant de parler plus spécifiquement des achats et de terminer là-dessus, doit profiter de cette réforme pour se réinventer. Parce qu'on voit que se crée naturellement, pas tout à fait naturellement, par la loi, un marché extra-légal. Donc certes, il y a le 1%, et toute une réinvention autour de ce 1%, mais il y a tout un marché extra-légal qui existait déjà puisque les entreprises dépassaient leurs obligations légales, mais qui aujourd'hui est encore plus flagrant et c'est un marché libéralisé, avec une obligation sociale importante. Donc ça veut dire que je vais continuer à former, je vais former de plus en plus, mais j'ai l'occasion en tant qu'entreprise de recentrer la formation au cœur du dispositif RH. Elle a souvent été cornérisée, on a souvent formé, on le disait dans les réformes successives, l'école blanc et pas les autres, etc. Là, je vais devoir former tout le monde. Donc ça veut dire que c'est une superbe opportunité pour l'entreprise de remettre la formation au cœur du dispositif RH pour que la formation soit un dispositif qui serve la stratégie de l'entreprise. Et ça, on l'a... C'est nos DRH, nos directeurs d'entreprise, etc., qui nous le disent, qui disent, mais là, on a une superbe occasion de recentrer la formation au cœur du dispositif RH et que cette formation vienne soutenir la stratégie de l'entreprise. Pour venir sur la vision des achats, qui vont être la conséquence globalement de cette grande ligne stratégique qui s'opère, à mon sens, les achats, ils vont être... On n'a plus le temps aujourd'hui dans l'organisation, plus la possibilité de passer du temps à faire des achats, faire de la gestion administrative, etc. Puisque justement, on doit se consacrer au dialogue social, on doit se consacrer à optimiser la pédagogie pour servir la direction de l'entreprise, la direction stratégique de l'entreprise. Les achats, moi, je les vois demain très concrètement, et la tendance est pour moi lancée. Hein. On a parlé d'ubérisation tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression que la tendance est vraiment lancée. Je les vois très concrètement mutualisés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter dans tous les sens, mais on va mutualiser, centraliser, en tout cas dans l'organisation, hein, ce qui n'enlève pas la faculté à acheter une offre territoriale intéressante, parce que ça fait partie de nos richesses. La richesse de la France, c'est d'avoir une offre extrêmement de grande qualité, on la pratique tous les jours, donc on en sait quelque chose, puisqu'on achète énormément de formations. Et donc du coup, on a des offres locales à privilégier pour
on est dans la logique des circuits courts, là, hein, très concrètement, de pouvoir aller acheter, développer l'emploi dans les territoires, etc. Donc ça, c'est pas remis en cause, mais je parle de centralisation des achats de formation. Et enfin, le dernier mot, c'est que ces achats, selon moi, deviennent et seront de plus en plus multimodaux. Multimodaux à 2 niveaux. Multimodaux, on l'a vu au niveau des financements, c'est-à-dire qu'il faudra jouer avec les différents dispositifs pour arriver à avoir un financement cohérent entre ce que l'entreprise peut avoir, ce qu'elle peut récupérer en FSE, par l'OPCA, par le CPF, par les dispositifs, etc. Donc multimodaux dans l'achat par les dispositifs, et multimodaux, on avait un peu démarré là-dessus, dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais plus faire la pédagogie d'aujourd'hui et d'hier, demain, je ne vais plus faire la pédagogie d'aujourd'hui et d'hier, et je vais devoir inventer, réinventer, et les organismes de formation qui aujourd'hui sont en souffrance vont devoir redévelopper une offre qui servira à cet objectif-là. Merci, merci Jérôme. Je voulais juste effectivement, avant de vous quitter, d'abord bien sûr remercier l'ensemble des intervenants pour cette grande qualité d'échange. Merci.